Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence LIDI, organisée par la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, en collaboration avec l'Institut Environnement, Développement et Société de l'Université Laval. Je me présente, mon nom est Paul Alain. Je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement et professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence que nous avons organisée un peu à la dernière minute, parce que nous avions le plaisir et le privilège de recevoir des universités françaises qui font la promotion d'un document important, une information importante, très importante de communiquer. Je ne serai pas le maître de cérémonie pour cette table ronde, c'est ma collègue Louise Van Dijk, qui est professeure titulaire à l'Institut des sciences de l'environnement et au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, qui va vous présenter les membres de cette table ronde et vous contextualiser un peu les questions qui seront abordées. Louise Van Dijk est également co-directrice de la revue très connue Vertigo, la revue scientifique électronique interdisciplinaire en sciences de l'environnement. Elle est également chercheure au Symbiose. Elle travaille en étroite collaboration avec le Centre de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique et le pôle risque de la Maison de la recherche en sciences humaines de l'Université de Londres, avec laquelle l'UQAM a signé un accord cadre. Ces recherches interdisciplinaires l'ont mené à siéger au niveau national des maisons de la recherche en sciences humaines de France et à présider la commission scientifique, elle a présidé la commission sciences naturelles, humaines et sociales de la Commission canadienne pour l'université. Alors, je lui cède la parole. Elle va vous parler du déroulement de cette période. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être là, d'avoir avant tout. C'est une délégation de l'Université de Caen qui vient faire une série de conférences. Compte tenu du temps particulier des débats midi, on a centré ça particulièrement sur la Déclaration universelle des droits de l'humanité qui devrait être présentée à Paris en décembre prochain. Émile Gaillard a travaillé sur cette déclaration. Ceci dit, je vais vous présenter l'ensemble du panel. Les gens travaillent sur plusieurs sujets et je commencerai par Frédéric Lemarchand, qui est co-responsable de la mission maître de conférence en sociologie de l'Université de Caen-Basse-Normandie, directeur de Master Green, responsable de l'équipe PIT du Centre d'études et de recherche sur les risques et les vulnérabilités, membre également du FIGEN dont on a parlé, co-responsable du pôle risque de la NSH, membre associé du Symbiose, comité de rédaction de Vertigo, voilà, hein, il y a beaucoup de chassés-croisés dans nos parcours. Il mène depuis 20 ans une réflexion sur le mouvement écologiste en France, sur les dynamiques des vulnérabilités techniques et environnementales. Il travaille notamment sur les questions de politique de développement territorial et agricole et sur les conséquences humaines des catastrophes nucléaires, dont notamment Tchernobyl et Fukushima. Tchernobyl est accolé pendant plus de 15 ans, c'est une révolte. Je vous présente à ma droite Émile Gaillard, pardon, à ma gauche Émile Gaillard, c'est ce que je dis. Je te présenterai en dernier. Michel Debré, sociologue et professeur à l'Université de Caen-Basse-Normandie, membre aussi du CEREV, membre également du pôle risque dont on a parlé. Elle s'intéresse particulièrement à la sociologie de l'environnement et des risques, notamment aux impacts écologiques et sociaux des nouvelles technologies, au changement des modes de vie en direction de la sobriété et des modes de vie alternatifs, à la consommation et à la décélération. Ces recherches sont ainsi portées sur les enjeux sociologiques des questions écologiques, les risques, les pratiques quotidiennes de résistance ordinaire, ainsi que sur les questions de construction de l'expertise environnementale en France et en Europe. Elle fut également chargée de recherche pendant 10 ans à l'Institut français de l'environnement et réalisa alors plusieurs grandes études sur les Français, l'opinion publique et l'environnement. Merci. Laurent Jam, détenteur d'un doctorat en physique à l'Université Paris-Sud, a travaillé comme ingénieur pendant 23 ans chez Schlumberger dans différentes positions techniques et managériales, principalement en recherche et développement, en France et en Chine. Dans son dernier poste, il était chargé du développement de l'offre technique dans le domaine du captage et du stockage du CO2.
En plus d'enseigner à l'Université de Basse-Normandie sur les enjeux énergie-société, Laurent Jeanne est, depuis 2011, associé directeur général d'Actis, une firme de consultation dans le domaine de la transition énergétique. Dans ce cadre, il utilise son expertise afin de conseiller les entreprises sur les questions d'énergie, de responsabilité sociale des entreprises, d'acceptabilité sociale des projets industriels, en tant qu'expert technique sur les questions d'utilisation du sous-sol pour la décarbonisation de l'énergie, d'utilisation et de stockage du CO2, ainsi que sur l'économie émergente de l'hydrogène. Ils étaient d'ailleurs en rencontre hier sur ces dossiers-là. Et il siège sur plusieurs comités et conseils scientifiques, notamment sur l'Horizon 2020, le programme de R&D de la Commission européenne, et sur le comité de pilotage stratégique du défi de l'AMR. Alors, cette conférence ce midi, c'est la dernière de plusieurs conférences qui ont été faites cette semaine. Et je vous présente l'ordre du jour, le déroulement, et après Émilie Gaillard. Donc, Émilie aura 25 minutes pour nous faire sa présentation, et ce sera suivi de 10 minutes de commentaires et de précision et d'ouverture sur d'autres problématiques de la part de Frédéric Lemarchand pendant 10 minutes, Michel Dobré pendant 10 minutes et Laurent Jeanne pendant 10 minutes. Idéalement, on aura une discussion vers 12h30. Alors, on sait que certains d'entre vous ont des cours et on est bien conscient que certains ne vont quitter, mais on savait qu'on reste évidemment. Nous aurons vers 13h le mot de la fin de la part de Paul Allais, que je tiens à remercier très très sincèrement, de même que Mylène Bergeron et toute l'équipe qui a organisé cette conférence, effectivement, un peu au dernier moment. Et enfin, Émilie Gaillard, suite à la thèse sur le droit des générations futures. Émilie Gaillard occupe depuis 2011 la fonction de maître de conférence en droit privé à l'Université de Basse-Normandie. Son enseignement porte notamment sur le droit international, européen et français de l'environnement, sur le droit du vivant et sur les systèmes juridiques. Chercheur à l'Institut de Londres, Elle est également associée à l'Institut de l'Ouest, Droit et Europe. Ses recherches sont amenées à travailler sur la sécurité environnementale, le principe de précaution, la responsabilité ainsi que les dommages et la démocratie transgénérationnelle. Madame Gaillard participe actuellement à une mission de travail ayant comme objectif la rédaction d'une déclaration universelle des droits de l'humanité qui sera présentée à l'Assemblée générale des Nations unies par le président de la République française. Et en fait, ce qui m'amène à, voilà, dans cette organisation notamment, c'est que il y a depuis plusieurs années déjà une volonté de faire en sorte qu'il puisse y avoir introduction dans le cadre d'un tribunal international des crimes contre l'environnement et contre la santé, ce qui serait la suite logique en fait des crimes contre l'humanité. Et ce qui se passe actuellement sur l'élaboration de ce projet de déclaration s'inscrit, je dirais, dans cette grande mouvance internationale dont Émilie pourra nous parler plus en détail. Alors, merci beaucoup, Émilie. Bonjour, un grand merci à Paul pour cette organisation de conférence. Je suis ravie de venir à votre rencontre. Je vais vous présenter aujourd'hui dans ce projet auquel j'ai eu l'honneur d'être associée. Voici à l'écran la lettre de mission de M. le Président de la République à l'attention de Corinne Lepage, qui a délimité et abordé donc, le texte et le travail que nous devons opérer cet été. En décembre prochain, rappelle-t-il, la France va accueillir tous les pays du monde. Or, il y a 70 ans, la France a pu au Palais Chaillot, réunir tous ces pays pour adopter, vous savez bien, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, qui a été une étape d'évolution très importante dans les droits humains, puisque c'est la première fois que nous avons transposé à l'échelle internationale le concept de l'humanitaire. Et voici ce qu'il dit. Après les droits de la personne, avais-je annoncé lors de la conférence environnementale, nous allons poser les droits de l'humanité, c'est-à-dire le droit pour tous les habitants de la Terre à vivre dans un monde dont le futur n'est pas compromis par l'irresponsabilité du présent. Personnellement, comme vous l'avez rappelé, je suis spécialisée dans le droit des générations futures. Et nous avons, dans un premier temps, élaboré tout un inventaire de textes juridiques, tant à l'échelle internationale que dans les droits nationaux, sur les droits de l'humanité qui sont accessibles. Le document que je vous affiche actuellement est disponible sur Internet.
Lorsque vous tapez le mot-clé Déclaration des droits de l'humanité, il y a un lien sur la documentation française qui vous donne ce document-là que vous pouvez télécharger gratuitement. Voici donc le sommaire de ce rapport. La lettre de mission, le contexte historique, l'inventaire des textes existants qui est ici, la déclaration universelle, et s'ensuit un explicatif organisé en deux temps. Dans un premier temps, un explicatif général de la déclaration, c'est-à-dire quel est le choix, quelle est la vision philosophique qui sous-tend cette déclaration universelle, donc c'est une approche globale, et puis de manière tout à fait classique, une explicative du contenu de la déclaration universelle, article par article. Alors voici une photo de la remise du rapport qui s'est effectuée il y a à peu près 2 semaines. C'était une mission assez intéressante et je suis ravie de vous la présenter. Comme je le fais actuellement, vous êtes les premiers à qui je la présente de cette manière aussi complète. D'un point de vue philosophique, il est important de revenir dans quelle étape d'évolution nous nous inscrivons à l'heure actuelle. Vous savez, même si ce n'est pas une distinction qui emporte la conviction commune, on a pour tradition de dire qu'il y a 4 générations ou 3 générations de droits de l'homme. Pour faire très rapidement, bien sûr, il y a des critiques, mais c'est une généalogie historique. Après, la première génération des droits de l'homme qui ont permis de consacrer la liberté individuelle et les droits de l'homme plutôt individuelle, liberté politique et de pensée, est venue la seconde génération de droits de l'homme, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas en Europe, qui a consisté à reconnaître les droits de créance, les droits sociaux, le droit de grève, les droits qui s'exercent collectivement. Nous avons transposé le concept de droit de l'homme à l'échelle internationale et à l'heure actuelle, cette déclaration serait une nouvelle étape d'évolution normative de ces droits humains, à savoir que nous allons intégrer à la fois la protection de l'environnement dans un rapport d'interdépendance, et là c'est vraiment important de reconnaître qu'on dépasse les paradigmes classiques des droits humains, pour instituer un principe de dignité de l'humanité et faire en sorte que les droits des générations futures puissent perdurer. Voici où l'on en est. C'est donc la construction d'un paradigme d'humanité auquel nous sommes en train d'assister. Par paradigme d'humanité, de quoi parlons-nous? Nous parlons d'une manière de concevoir les peuples du monde réunis autour d'une communauté de destin terrestre et dès lors d'un objectif commun de protection. L'objectif final, c'est notamment la survie de l'humanité, puisqu'il s'agit en fait de mettre en place un nouveau pacte de civilisation qui tienne en respect à travers les frontières spatiales et à travers les frontières temporelles l'humanité. Je vais juste vous présenter un premier schéma de la déclaration pour vous aider d'avoir une vision globale de cette déclaration et ensuite je vous propose de vous exposer des textes, si ce n'est pas trop rébarbatif pour vous, mais je pense que la vision globale va permettre déjà de poser les termes du débat. Donc, il y a 4 principes qui sont consacrés dans cette déclaration, bien sûr après un préambule que je vais vous lire après. 4 principes, 6 droits et 6 devoirs. Et à présent, je vais, page 17, vous présenter le préambule de cette déclaration. Je ne passe pas sur l'inventaire des textes, mais bien évidemment, dans l'équipe, il y avait des spécialistes du droit international public. Moi-même, je suis spécialisée sur les droits des générations futures, il y avait des magistrats. Et donc, nous avons vraiment fait cet inventaire. On a rappelé les grands concepts matriciels qui ont annoncé cette étape d'évolution. Donc, juste à titre d'évocation, je vous rappelle qu'on a les paradigmes de crimes contre l'humanité, le patrimoine commun de l'humanité. On a tous ces grands concepts qui ont annoncé déjà l'avènement de cette manière de concevoir l'humanité comme un ensemble. Déclaration universelle des droits de l'humanité. L'institution reste à définir, puisque à l'heure actuelle, l'orientation qui est prise, c'est d'inciter la population, la société civile internationale, à signer cette déclaration. Donc elle est disponible en ligne, vous voyez, et on en est à 173 signatures, aussi bien tout juste d'être mis en ligne. À titre d'information, hier, il y avait 40 signatures. Donc, on est vraiment au tout début du lancement de cette déclaration. Parmi les porte-voix, il y a les scouts qui vont soutenir la déclaration de la COP21. 40 millions de scouts à travers... Non, 40 000, attendez.
40 000 scouts à travers la planète, parce que nous sommes beaucoup. Vous soutenez la déclaration, mais je ne suis pas faite pour les antipathies. Et donc, voici, là, on en est au tout début de la diffusion de cette déclaration. Je retourne à mon texte. Je vous propose de lire le préambule, car comme tout texte international, le préambule situe philosophiquement le contexte historique dans lequel on adopte cette déclaration. Rappelant que l'humanité et la nature sont en péril et qu'en particulier les effets néfastes des changements climatiques, l'accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres humains et une menace vitale pour les générations présentes et futures. Ce premier alinéa permet de donner à voir que si l'on n'intègre pas la dimension environnementale dans les droits de l'homme ni la perspective du très long terme, à terme c'est une tragédie des droits de l'homme qui s'annonce pour les générations futures notamment. Constatant que l'extrême gravité de la situation, qui est un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière, impose la reconnaissance de nouveaux principes et de nouveaux droits et devoirs. Donc, le sujet de préoccupation de l'humanité tout entière, c'est un concept établi en droit international public, et l'idée d'instituer de nouveaux devoirs permet de mettre en place une nouvelle relation juridique avec les générations futures. Rappelant son attachement aux principes et droits reconnus dans la LDH, et puis l'alinéa 3 et 4, c'est vraiment l'aligner dans les textes juridiques qui justifient cette déclaration. Donc il y a autant des déclarations non contraignantes que des conventions internationales. On a intégré également des déclarations et des mobilisations opérées par la société civile internationale, notamment les réseaux de personnes d'organisation dans la charte de la Terre de l'ONU. Parce qu'on pense fondamentalement que ce texte doit être porté par la société civile. C'est vraiment le message principal que je souhaiterais ici relayer. Nous avons défini l'humanité comme suit. L'humanité inclut tous les individus et organisations humaines. Elle comprend à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité de l'humanité repose sur ce lien intergénérationnel. Le considérant 7 rappelle la déclaration de Rio de 92, la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance, et l'existence et l'avenir de l'humanité sont indissociables de son but. Ce concept d'interdépendance est un concept clé. On se dégage de matrices de pensée qui soit met l'homme au centre de l'univers juridique, soit met la nature au centre de l'univers juridique. On cherche à relier, on cherche à insuffler cette vision humaniste par rapport à l'environnement et les générations futures. Donc voici notamment les principes. Le premier principe, c'est le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité intergénérationnelle. Là-dessus, il y a le rappel d'une œuvre commune, de manière commune et différenciée à la sauvegarde et à la préservation de l'humanité de la Terre. Peut-être que je vais vous montrer plutôt le schéma, parce que ça va être un peu, je pense, un peu trop sec. Est-ce que vous pourriez lire votre nom? Non, ça va. Ça va voir. Elle ne montrera pas ça. Voilà, je pense qu'il vaut mieux que je vous présente comme ça que je vous dise à l'oral le contenu de l'article, parce que sinon ça va trop. Donc voici le premier principe. Donc les principes qui sont en bleu ici, ce sont un peu les principes qu'on pourrait appeler méta-juridiques. Alors les juristes n'aiment pas qu'on parle ainsi, mais il faut vraiment concevoir que ce sont les principes qui vont chapeauter et donner la vie, la justification, la légitimité à cette déclaration universelle. Sur l'équité inter- et intragénérationnelle, c'est déjà posé en droit international. Donc là-dessus, il n'y a pas fondamentalement une grande nouveauté. C'est important de l'avoir rappelé. Le deuxième principe qui est important et qui est déjà en voie de consécration en droit international, on ne peut pas dire que l'humanité n'a aucune existence en droit international, puisqu'il y a déjà des concepts importants, mais c'est un processus qui est à l'œuvre. L'humanité n'est pas encore sujet de droit, à part, vous savez, dans la Convention de Montpellier uniquement. Donc là, on a posé le principe de dignité de l'humanité et de ses membres. Ce principe de dignité, concrètement, suppose la satisfaction des besoins fondamentaux
et leur protection de leurs droits à travers le temps. Donc, dans ce second principe, ce qui est important en affirmant ce principe de dignité de l'humanité, c'est d'intégrer la perspective temporelle. Parce que si on n'intègre pas cette perspective temporelle, il y a une sorte de myopie envers l'avenir et l'action du présent prend toute la place. Premier arrivé, premier servi, et après moi, le début, après la génération, le début. Ce principe de dignité permet justement d'intégrer cette nouvelle dimension de responsabilité envers l'avenir. Le principe numéro 3 affirme le principe de continuité de l'existence de l'humanité. Donc c'est vrai que c'est un principe pour enseigner à le discuter. On voit difficilement comment il serait difficile de le contester. Mais il risque effectivement de soulever certaines discussions, en tout cas par rapport à certaines technologies qui pourraient compromettre ce principe de continuité. Donc à nouveau, ce principe accompagne un changement de conscience, de responsabilité à l'échelle collective et en interdépendance avec le vivant non humain. C'est intégré dans cet article 3 également. Quatrième et dernier principe, le principe de non-discrimination à raison de l'appartenance à une génération. Dans la thèse, je l'avais donné principe de non-discrimination temporelle. Ce principe de non-discrimination peut s'entendre comme suit. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Ce n'est pas parce que nous existons maintenant que nous avons tous les droits. Il y a de nouvelles limites à mettre en œuvre. Et ce principe de non-discrimination à raison de l'appartenance à une génération permet de poser, de borner les activités humaines, de sorte qu'il n'y ait pas d'emprise transgénérationnelle insupportable. Je ne dis pas qu'on doit passer à une dictature du long terme, je ne dis pas qu'il faut une sanctification du droit des générations futures, ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je dis, c'est qu'il faut nommer un nouveau rapport avec l'avenir et accompagner une extension de responsabilité qui se justifie tout simplement parce que nous avons acquis un pouvoir nouveau sur l'avenir, et je vous renvoie à ce sujet aux travaux notamment du philosophe Antinas. 6 droits qui sont ici en rose. J'espère que c'est assez gros, je ne suis pas certaine, mais c'est bon. Alors, premier droit, vivre dans un environnement sain et écologiquement soutenable. Ce qui est intéressant, que vous ne voyez pas dans le schéma, c'est que ce droit, il est ainsi formulé. L'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes, a le droit de vivre dans un environnement sain. On a voulu, dans cette formule globalisante, tenir en respect différentes cosmogonies, c'est-à-dire que nous sommes occidentaux, donc nous avons notre propre matrice de pensée, on ne va pas chercher à imposer à d'autres peuples. Donc pour nous raisonnons en termes de droit de l'humanité, mais je pense qu'il faut aussi garder de l'espace pour d'autres peuples qui peuvent avoir d'autres entrées, comme ceux qui reconnaissent les droits de la nature. Donc c'est une formulation que l'on espère consensuelle pour rallier les nations autour de cet article. L'humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable. L'humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel. Jusque-là, c'est encore relativement classique. À partir de l'article 8, cela devient un peu plus novateur, avec l'humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l'air, l'eau et le sol, et à l'accès universel et effectif aux ressources vitales. Et les générations futures ont droit à leur transmission. Donc dans cet article 8, vous voyez l'apparition d'un concept qui est quand même pas mal dans l'air du temps. Si vous regardez le nombre d'ouvrages qui sont publiés sur les biens communs, il y a une résurgence de ce concept juridique qui a vocation à protéger ce qui n'est pas recouvert encore par le patrimoine commun et le patrimoine naturel visé à l'article 7. C'est-à-dire que ce qui doit relever du bien commun, qui est dans ce processus de patrimonialisation ou autre, doit relever de cet article 8. L'article 9 vise le droit à la paix et à la sécurité humaine de l'humanité. Et ce qui est intéressant dans le schéma, c'est qu'on a choisi de bien mettre en évidence que le concept de sécurité humaine, qui est également en pleine densification normative dans les rapports internationaux,
C'est un concept qui est complexe et systémique, qui interrelie différentes dimensions, comme la sécurité économique, la sécurité environnementale, alimentaire, politique et sanitaire. Et on a fait vraiment le choix de le faire apparaître clairement dans ce schéma. Quant à l'article 10, il concerne la possibilité de laisser les champs de l'avenir ouverts. Alors l'expression est un peu philosophique. L'article 10 est ainsi formulé: l'humanité a droit au libre choix de déterminer son destin, et ce droit s'exerce par la prise en compte du long terme, et notamment des rythmes inhérents à l'humanité et à la nature dans les choix collectifs. L'idée, c'est de formuler, de conscientiser une réalité, c'est qu'il existe différents rythmes. Les temps de l'économie, les temps de l'écologie ne sont pas les mêmes, et que l'objectif à maintenir en place, c'est de garder les horizons de l'avenir ouverts. Donc c'est un article un peu philosophique, celui-ci. J'en arrive aux devoirs. Donc il y a 6 devoirs. Premier devoir, c'est d'assurer le respect de ces droits ici proclamés, assurer le respect des droits de l'humanité. Un devoir de transmission avec prudence, respect et équité des ressources, des équilibres écologiques et du patrimoine commun et naturel et des biens communs, ce que l'on a dit auparavant. Donc cet article vise la logique de la transmission. Donc dans les écrits nord-américains ou américains, nous avons davantage le concept de trust intergénérationnel qui est développé par de nombreux auteurs. L'une des pionnières du droit des générations futures est le professeur Edith von Weiss, dont vous avez peut-être une connaissance de ses travaux. Et elle a centré ses travaux sur le trust planétaire, sur le trust intergénérationnel. C'est tout à fait la formulation de cette idée qui est ici cristallisée. À l'article 13, nous avons un objectif d'assurer la pérennité de la vie sur Terre. Donc en fait, si vous voyez bien, ça fait écho, ces devoirs font écho avec les droits. Et c'est pour ça qu'il y a 6 droits et 6 devoirs. Tout est interrelié à nouveau. Vous avez, dans l'article 13, une précision fondamentale, qui est la suivante. L'humanité, les générations présentes ont le devoir de faire en sorte de prévenir autant que possible les déplacements de personnes liées à des facteurs environnementaux et à défaut de secourir les personnes concernées et à les protéger. Vous voyez bien, dans cette déclaration, on donne l'impulsion nécessaire, même si elle existe déjà, mais on cherche à rallier les nations du monde autour de cet objectif de protéger les migrants climatiques, les futurs apatrides environnementaux. Article 14. Les générations présentes ont le devoir d'orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l'espèce humaine et des autres espèces. Cet article fait beaucoup écho notamment des travaux de recherche que je réalise, et bien évidemment ceux réalisés par Louise Vandelac. Il s'agit ici de borner ce qui peut se faire par la technologie, par l'idée de dire que l'objectif ultime est la survie de l'humanité. C'est-à-dire que si on ne borne pas, on peut aller dans des biais suivants. Tout ce qui peut se faire doit se faire. Je suis un acteur économique. Si j'ai envie d'inventer, de diffuser massivement une technologie, je le fais. Cet article a pour finalité et pour objectif de renverser les logiques et de dire effectivement il y a des libertés, on a quelqu'un de progrès, néanmoins on ne doit pas instrumentaliser certaines technologies, certaines techniques qui soient susceptibles de nuire de manière irréversible à l'intégrité de l'espèce humaine. L'article 15 est un devoir des États à l'égard de l'humanité. Il revient aux États d'intégrer des politiques de long terme et de promouvoir ce développement humain et durable. Donc là, c'est vraiment intégrer dans les politiques publiques ce souci de long terme et arrêter se décloisonner du paradigme du court-termisme. Je crois qu'on a envie de short-termisme, c'est quelque chose comme ça. Bon, donc toujours dans l'idée de réconciliation, je ne parle pas de changer d'un paradigme pour un autre. Je dis, on peut garder un paradigme, mais on en ajoute un autre, qui est cette nouvelle dimension temporelle transgénérationnelle.
Et bien évidemment, un dernier article qui, puisque c'est une déclaration qui a vocation à être surtout symbolique à l'heure actuelle, elle se termine par un appel pour les États d'assurer l'effectivité des principes, droits et devoirs de cette déclaration universelle des droits de l'humanité. Pour en revenir à de quoi parle-t-on? Vous voyez, il y a un article, Déclaration des droits de l'humanité, de quoi parle-t-on? Il est important de resituer l'idée suivante. Il y a la COP21, il va y avoir donc cette fameuse conférence climat à Paris. L'objectif n'est pas de court-circuiter les négociations qui sont d'ailleurs à l'heure, mais de lancer cette déclaration universelle et de rallier les nations autour de cet objectif de préservation de l'humanité. Ce n'est pas la première fois qu'on a déjà vu cette situation. Si on pense à Rio en 92, précisément, date d'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, nous avons adopté des textes contraignants et à côté la fameuse déclaration de Rio, texte symbolique, déclaratoire, mais ô combien le creuset du droit international de l'environnement et des droits environnementaux à travers le globe. Nous formulons le vœu que cette déclaration soit donc largement diffusée, qu'elle rallie les nations déjà par le bas pour qu'elle soit portée plus haut ensuite dans un second temps, qu'elle ne vienne pas par le haut mais par la base. Je l'ai répété plusieurs fois. Voilà, je reste à votre disposition s'il y a des questions, s'il y a des points sur lesquels je n'ai pas été claire. En tout cas, j'espère avoir été claire et je vous remercie tout le plaisir que j'ai de vous présenter ce texte. Merci. Oui, je ne ferai aucun commentaire. Je vais essayer de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui justifie qu'on s'intéresse aux droits de l'humanité aujourd'hui? On essaie en tout cas d'attribuer des droits à l'humanité. Je voulais juste vous dire que j'étais très heureux d'être ici, d'abord au Québec, invité par Louise, et puis par nos collègues de l'Université Laval. Quand j'étais enfant, j'habitais Laval. Bon, cette question, très rapidement, je vais synthétiser parce que je travaille depuis une vingtaine d'années sur un paradigme qui s'appelle la catastrophe, le catastrophisme, que mon ami Jean-Pierre Dupuis a éclairé et qui justifie de changer on dit aujourd'hui de logiciel, mais c'est un bien maladroit, mais de lunettes en tout cas, pour regarder un peu le monde. Et je pense qu'il faut oublier un certain nombre de notions qui ont bien fonctionné dans la modalité progressiste, développementaliste des Trente Glorieuses, mais là nous en sommes sortis. Et donc la question de fond, je pense qu'elle a été formulée peut-être pour la première fois par un philosophe du nom de Günther Anders, qui fut le premier mari d'Hannah Arendt et qui a, dans le milieu du XXe siècle, posé les bases et les fondements d'une réflexion sur la catastrophe dans les termes où j'essaie de la développer, c'est-à-dire à la fois comme réalité, mais aussi comme construction imaginaire ou symbolique. Et Anders disait ceci de la question de l'humain et de l'humaine, au fond. Louise, il parlait des camps et il disait, au fond, à partir d'Auschwitz, l'humain n'est plus simplement un être mortel, c'est l'humanité qui est devenue tuable. Et puis, d'un point de vue historique, on a ouvert aussi, on a découvert les horreurs des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, et il a dit l'humanité à ce moment-là est devenue mortelle. À partir de 1945, les arsenaux vont très vite se remplir d'engins capables de détruire ou d'auto-détruire, si nous nous incluons malgré tout dans cette question d'humanité. L'humanité a des moyens pour la première fois, évidemment, de son autodestruction, et depuis nous avons cultivé ces moyens. Alors on a toujours focalisé sur la fiction de l'apocalypse nucléaire, mais au fond aujourd'hui, que ce soit la question climatique, les perturbateurs endocriniens, la baisse de la fécondité masculine, 50% quand même dans le monde entier, la destruction de la biosphère, on pourrait dire que tous les moyens finalement sont disponibles pour penser que
l'histoire humaine pourrait s'arrêter prochainement, peut-être au siècle prochain ou un peu plus tard, mais pas forcément dans une perspective métaphysique, temporelle très très longue. On réfléchit sur l'enterrement des déchets, vous savez, pour 100 000 ans, des déchets nucléaires, mais l'humanité se sera peut-être éteinte comme on éteint une lampe, chez Gunther Anders, d'ici là. Alors, évidemment, c'est pas un discours eschatologique, religieux, prophétique. Voilà, c'est la science qui nous dit tout ça aujourd'hui, c'est la connaissance rationnelle. Hein, c'est la modernité, au fond, qui a engendré à la fois cette connaissance et en même temps, assez paradoxalement, en voulant libérer l'homme, c'est la question de la technique, hein, en voulant se libérer des servitudes du sol, des contraintes de la nature, c'est ce que c'est ici. On a construit un appareillage absolument immense. Alors, il n'y a pas que les mondes atomiques, il y a tout le reste, mais enfin, la technologie, d'une certaine manière, aujourd'hui, qui a envahi absolument toute notre existence. Hein. On pourrait parler longuement de ce que dégage comme produits nocifs, cancérigènes, cancérogènes, neurotoxiques, perturbateurs endocriniens, tous les solvants, les vernis qui sont contenus dans cette table, dans le mur, vêtements, etc. Enfin, nous baignons dans une soupe chimique, alors qui complexifie la chose. Moi, je vais dire rapidement deux choses. Je vais revenir sur en quelques minutes sur ce que j'ai appris de Tchernobyl, puisque j'ai, comme l'a rappelé Louise, affronté ces zones contaminées en allant y chercher peut-être une réponse. Qui était dans l'expérience accumulée par les Tchernobyliens, les gens qu'on appelle les Tchernobyliens, qui vivent depuis 20 ans, 25 ans maintenant dans ces zones dites contaminées, c'est quand même une dizaine de millions de personnes, quelques millions d'enfants. Et ce qu'ils m'ont appris au fond, puisque Tchernobyl c'est le paradigme de cette catastrophe écologique moderne, c'est au fond une catastrophe qui d'abord, par cette dimension planétaire et sa temporalité qui dépasse l'entendement, puisqu'on est sur des échelles de temps de plusieurs siècles pour les principaux radionucléides, plusieurs centaines de milliers d'années pour le plutonium. C'est une véritable catastrophe qui nous jette hors de nos systèmes de représentation classiques, de l'appréhension des risques industriels. On a construit tout un appareil assurantiel, si vous voulez. La réponse aux risques classiques, c'est le système assurantiel, une littérature là-dessus. Tchernobyl, ça ne marche plus. Hein. On ne peut pas dire un enfant malade plus une prime égale un enfant sain. Enfin, on a quelque chose qui dépasse complètement l'entendement. Les régimes de réparation sont mis en faillite, les régimes de règlement technique de l'accident aussi, puisqu'on a tout essayé comme à Fukushima de l'Est. Hein. On ratait la terre, laver le sol, on a déplacé le gellement un peu les vide, mais on est devant une situation qu'on ne peut pas régler. Et le climat, enfin, toute la crise écologique majeure, l'effondrement de la biodiversité, c'est ça aussi. Hein. On n'a aucune solution immédiate à apporter à ça. Alors je ne sais pas si je souhaite que la nouvelle formule des droits de l'homme et la conférence sur le climat ait un impact, mais en même temps, malheureusement, on peut aussi douter de la capacité de nos sociétés à répondre en ce moment même. Hein, j'allais dire, vous avez vu toute la série des conférences de Copenhague et de Glasgow. Enfin, c'est une vieille histoire, mais on peut dire que pour l'instant, il y a un décalage entre l'urgence et l'importance de la situation, à la fois qui engage l'humanité. Alors je précise à la fois que ce mot désigne deux choses, hein, l'espèce humaine, biologique, qui est menacée depuis 1945 et qui l'est de plus en plus, et le genre humain qui est au fond, qu'est-ce qui fait que nous restons anthropologiquement humains et non pas barbares ou lémuriens ou robots. Enfin voilà, il y a des dérives, des fronts qui menacent l'humanité et donc ce qui nous maintient symboliquement humains, cette capacité à vivre ensemble sans nous détruire, enfin, quoique finalement cette question est posée, hein, mais voilà, c'est toute cette, que les religions ont pris en charge, que la modernité des Lumières, l'humanisme des Lumières a pris en charge dans sa dernière formule, et puis aujourd'hui, cette question, elle est entièrement posée. Voilà, nous sommes à la fois bourreaux et victimes. C'était la formule d'Al Gore, quand je projetait ce film, vous savez, une vérité qui dérange hein, sur le climat. C'est la première fois que dans la salle, les bourreaux et les victimes sont réunis. Alors c'est très compliqué. Il nous semble que nous n'avons pas les bons outils pour appréhender ce qui arrive, ce qui nous menace. Essentiellement, l'outillage principal conceptuel, il est placé dans le registre des sciences du calcul, c'est la statistique, c'est en gros le vocabulaire et la technologie de gestion des risques. La gestion des risques, c'est donc le risque, très rapidement, c'est le produit d'un pourcentage de chance qu'un événement arrive, un aléa, et puis
quelque chose qui va être détruit, auquel on peut affecter ou pas une valeur marchande, c'est la vulnérabilité. Tout le système de gestion des risques industriels, de gestion des risques sociaux, repose sur, encore une fois, un appareillage conceptuel qui est né avec une certaine conception de la modernité, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui avec ces événements hors dimensionnement qui se produisent. Tchernobyl, pour reprendre cette formule à un ami, c'est plus une catastrophe. Catastrophe veut dire étymologiquement retournement de situation, renversement. C'est le mot qui vient de la théâtre grec. C'est le dernier acte de la tragédie, et donc une modernité qui a été faite pour nous libérer, nous asservir encore une fois de toutes sortes de contraintes, s'est retournée de certaine manière comme un piège, comme une grande menace, et aujourd'hui nous sommes au fond en prise avec ce que nous avons produit. Du CO2 dans l'atmosphère, des polluants dans tout ce qui nous entoure, des technologies de l'information qui posent aussi un certain nombre de questions, l'intelligence artificielle qui, d'une certaine manière, aussi nous menace dans notre capacité à rester humain, etc. Toujours, on peut remplir les murs de cette pièce de toutes les menaces que nous avons d'une certaine manière produites, c'est tout à fait naturel. Et pour y répondre, nous avons un appareil conceptuel extrêmement appauvrissant du point de vue de l'imaginaire, c'est-à-dire la capacité de nous représenter ce qui va nous arriver. Et le vocabulaire de risque est un vocabulaire instantané, calculatoire, mathématique, qui vise effectivement à établir un système de réparation. Après Tchernobyl, encore une fois, il n'y a plus de réparation possible. Il n'y en aura pas non plus avec le climat et avec tous les nouveaux risques, les nouveaux mots plutôt qui nous. Donc, ce à quoi j'ai travaillé, et j'ai terminé là-dessus, c'est une invitation à la réflexion et à la lecture, c'est à construire un nouvel imaginaire de la menace à partir d'outils un peu plus neufs. Le risque, pour le dire autrement, nous déresponsabilise. Regardez ce qui s'est passé à Fukushima. On calcule une digue, une élévation de 6,50 m, la vague fait 11 mètres, et s'ensuit ce que vous savez, c'est-à-dire quelque chose qui va détruire le Japon, aussi d'une certaine manière, durablement, pas simplement les autres pays. Ça impacte des millions de gens pour plusieurs générations. Tout ça pour un petit problème, vous voyez, d'ajustement. Donc il faut un autre imaginaire, et cet imaginaire, il n'est pas encore né, il n'est pas encore à l'œuvre, et on a visité hier un laboratoire très intéressant là-dessus, qui travaille sur une solution parmi d'autres, pour une transition énergétique. L'urgence, c'est déjà de ne plus rejeter de carbone dans l'atmosphère le plus vite aussi, c'est vraiment une chose qu'on fait. Et vous avez au Québec de l'intelligence, au sens moderne, de la connaissance, un centre de recherche à Trois-Rivières, et en même temps, ces gens sont totalement isolés de la réalité, de ce qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire que vous avez ici les plus belles ressources d'énergie hydraulique de la planète, l'énergie verte, avec toutes les potentialités que ça pourrait rencontrer. Alors, évidemment, vous allez passer à l'électricité assez rapidement, il y a plus pour longtemps avec le pétrole, mais là, il y a par exemple typiquement une opportunité manquée par absence d'imagination, par quelque chose qu'il faut essayer de travailler comme un exercice d'entretien du corps, vous voyez ce que je veux dire, de gymnastique. Il faut faire le même exercice avec l'esprit, il faut essayer d'élargir l'espace de l'imagination, et c'est à vous, je vois que vous êtes quand même une jeune génération en formation pour l'essentiel, c'est dans cette direction qu'il faut aller. Alors je citerai juste un petit ouvrage de Jean-Pierre Dupuis, Pour un catastrophisme éclairé, qui propose de changer par exemple la conception du temps. Le temps de la modernité, qui est une sorte de système d'embranchement de possibilités, c'est fini. Maintenant, il faut se focaliser sur cette idée que la catastrophe n'est pas simplement une hypothèse parmi d'autres, un risque calculable qui arrivera ou pas, c'est un destin. C'est quelque chose qui devant nous, nous sommes embarqués, je l'ai dit avec Tchernobyl, dans un processus qui converge vers ce point, donc il faut se focaliser sur ce point pour pouvoir l'éviter, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions. Merci. Merci Frédéric Marchand, et ses paroles rejoignent tout à fait celle de Pierre Danson qui disait le principal problème auquel nous sommes confrontés, c'est un déficit d'imagination, une capacité de André Michel de tenter de faire un croisement. C'est difficile d'intervenir après la catastrophe, le dernier acte, et après Frédéric, c'est une très très bonne rhétorique,
mais je vais essayer de rebondir sur ce qu'a dit Émilie. Pas au sens de questions que je pourrais lui poser, car ces questions sont forcément analyses et les juristes sourient quand je les formule en tant que sociologue, mais surtout sur une expression que je trouve vraiment poétique dans tout ce qu'elle a dit, qui est cette notion d'emprise transgénérationnelle. Emprise transgénérationnelle, je vais emprunter à Flaubert, sur le paraphrasant, pardon, Flaubert, une expression, les générations futures, c'est nous. Et je vais essayer de l'expliquer encore. Tous ces beaux droits et ces beaux devoirs que tu nous as présentés, lui, les avons nous aujourd'hui. C'est une question rhétorique. Évidemment, non, on ne les a pas. Alors, on les promet. Parce que l'une des caractéristiques peut-être de la modernité culturelle, c'est de passer son temps à se couler dans les promesses. Et la promesse technologique n'est pas des moindres. Je vais y revenir tout de suite. Mais si les générations futures, c'est nous, ça veut dire que cette déclaration que tu as présentée, elle concerne le présent. Aussi, ça veut dire que nous, ici présents, dans nos enfants, dans nos petits-enfants, nous détenons les générations futures en nous, et nous sommes aussi des générations futures des gens des années 40, 50, 60, 70, etc., qui eux optaient pour des développements qui, par exemple, pour revenir au Club de Rome et à ce rapport qui avait été fait au début des années 70, choisit la voie la moins durable, car c'est bien ce qui s'est passé, les trois scénarios qui avaient été mis en évidence dans le rapport du Club de Rome. C'est le moins réflexif, le moins réactif qui l'a emporté. Ni celui qui allait réduire l'impact écologique ou la consommation de pétrole, ni celui qui, par des transformations sociales remarquables, aurait permis de se réemparer de notre trajectoire de développement. Donc, c'est de laisser aller, c'est aller comme ça devait aller. Et tout ceci avec un développement technologique sans précédent et avec, plus récemment, l'explosion d'Internet. Et je vais venir à cette technologie de l'information et de la communication, et même les nouvelles technologies de l'information et de la communication, maintenant en français on les appelle NTIC, pour illustrer ce propos et aussi parce que c'est issu de l'une des recherches que je menais ces dernières années avec Fabrice Flicault, Marion Michaud, aussi François Delcourt, qui sont des philosophes, ingénieurs télécoms et qui ont fait l'objet de plusieurs ouvrages, dont un s'appelle La face cachée du numérique aux éditions Échappées, et un article qui va apparaître dans la revue Nature Sciences Société en janvier 2016, toujours sur cette question des technologies de l'information et du développement durable. Donc je reviens à cette notion de promesse, car il y a dans le développement des technologies de l'information cette promesse à laquelle nous croyons plus ou moins consciemment tous, mais c'est une question de croyance, qu'elles permettront de résoudre les problèmes de l'environnement. Que ce soit par la dématérialisation de nos actions quotidiennes, la moindre utilisation de matière, moins de déplacements, moins d'émissions, etc. Et de toute façon, une moindre empreinte écologique, croit-on. Or, je vais illustrer à l'aide de 4 points, dont certains, certainement, vous viendront à l'esprit si je vous posais la question, est-ce que vous pensez que votre téléphone portable, votre ordinateur, il a une incidence sur l'environnement? Vous trouverez au moins l'une de ces 4, mais certainement pas des 4 à la fois, comme on a pu le constater durant cette recherche. Il y a bien sûr l'intensité de la consommation d'électricité et celle des émissions.
En termes d'émissions, les NDIC équivalent à peu près à l'empreinte de l'aviation, 2% des émissions. Alors, tout un débat, ça est suivi sur le fait que 2% va laisser quand même 98% qui n'appartenaient pas à ce secteur, et ça permettait aussi de beaucoup réduire par un effet dit de substitution des émissions dans notre secteur. Mais les choses sont loin d'être simples, parce que, en fait, l'emprise écologique via les NDIC se trouve décuplée. Les estimations par exemple, ne serait-ce que pour la consommation d'énergie, varient d'un facteur de 1 à 20 000 unités, ce qui vous donne une idée de l'imprécision avec laquelle on approche ces questions-là. Et disons que la consommation d'énergie n'est de loin pas négligeable. Elle représente 5 à 10% de la consommation mondiale, 14% en France. C'est l'équivalent de 7 réacteurs nucléaires par an qui s'en va dans les consommations liées au NDIC et 5% des gaz à effet de serre. Pour ce qui est de la consommation de matière, car cette dématérialisation supposée ne va pas sans une consommation de matière relativement importante. 30% de la demande mondiale d'argent est due au NDIC, 12% de la demande en or, 30% de la demande de cuivre, 80% de ruthénium, d'indium, et quant au coltan, c'est un moteur de guerre au Congo et de conflit, ce qu'on appelle les terres rares. Ce sont des ressources qui sont détenues dans certains endroits, dans certains pays, et qui risquent d'apporter des conflits estimés à risque élevé. Les déchets. Donc, j'ai abordé les émissions, l'énergie, la matière, les déchets. 3 à 5% de l'augmentation des déchets par an sont dus à ce développement des NDIC. Un taux de récupération extrêmement faible sur les appareils tels que les téléphones mobiles, de l'ordre de 15 ou 16%, qui peuvent aller jusqu'à 20-28%, mais en tout cas, on reste dans une minorité de récupération et recyclage, quand c'est même possible. Et enfin, dernier élément que je cite, celui des produits toxiques, d'abord ceux qui sont incorporés dans les appareils que nous avons tous dans nos poches, donc dans le produit fini, les retardateurs de flamme bromés, les phtalates, le chrome hexavalent, le beryllium, ou bien ceux qui sont mobilisés à la fabrication, les solvants, les acides, les métaux lourds, et j'en passe. Donc, ce cocktail, j'ai cité 4 ou 5 aspects de ce qu'on a appelé la face cachée du numérique, pour simplement dire que nous nous engageons dans une civilisation du tout numérique, les yeux fermés, les yeux bandés. Alors, si nous sommes une génération future, ou si nous sommes portés de ces générations, eh bien, nous avons une responsabilité certaine, et elle est au présent, pour tout au moins, et c'est là le constat aussi que vous trouverez dans le livre et dans cet article, qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion citoyenne sur les orientations que nous prenons avec cette civilisation du numérique. Il y a énormément d'autres aspects, hein, bien sûr, de ces technologies, de l'information et de la communication et de leur développement qu'on pourrait aborder. Mais seulement du point de vue écologique, il y a des questions à se poser qui ne sont pas adressées, qui ne sont pas à l'ordre du jour. Et ce n'est qu'un exemple significatif et probablement édifiant de ce qui se produit dans tous les autres domaines. Et c'est avec ça que je donnerai la parole à Laurent pour qu'il enchaîne sur
son domaine, mais je pense qu'on a de quoi débattre par la suite sur ces questions. Je vous remercie et merci de Tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier aussi Louise et Paul pour l'organisation de cette conférence et leur dire tout mon plaisir d'intervenir dans un cadre d'échange interdisciplinaire avec les collègues linguistes, sociologues, anthropologues, philosophes. Et merci surtout de donner en fait à la technique, à la technologie, la possibilité d'intervenir en dernier. Peut-être. Ce n'est pas nécessairement le dernier mot. C'est important d'avoir des débats d'influence, on sait très bien. Voilà, peut-être pour essayer de montrer que la technologie a aussi son mot à dire pour adresser les problèmes dont elle est effectivement assez largement la cause, dans une perspective non d'un catastrophisme éclairé, mais progressivement éclairé sur des voies d'avenir. Donc, je voudrais justement peut-être essayer de faire cela en repartant de deux notions qu'Émilie a mises en avant, que sont la solidarité intergénérationnelle et la solidarité intragénérationnelle, pour les poser plus concrètement dans le domaine de l'énergie, à travers ce que l'on appelle la transition énergétique. Alors je vais peut-être développer un peu et essayer de faire le lien entre tout ça. Bon, tout d'abord, la solidarité intergénérationnelle, on voit bien comment elle se pose, puisque nous sommes engagés dans un changement climatique qui a un impact terrible sur la planète. Et vous savez comme moi qu'à l'heure actuelle, l'enjeu est de limiter l'augmentation de la température moyenne de la Terre à 2 degrés à l'horizon 2100, ce qui impose effectivement de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi ce seuil de 2 degrés? C'est simplement que si on passe au-delà de ce seuil, les rapports du GIEC montrent bien qu'on va avoir un certain nombre d'effets, non seulement indésirables, mais à impact négatif en général assez catastrophique. Là, effectivement, impact sur la santé, impact sur la vie des populations, sur la sécurité, et évidemment sur le système naturel lui-même. Alors la solidarité intragénérationnelle dans le domaine de l'énergie, elle se pose aussi. Là, c'est plus tout à fait le changement climatique dont il est question, c'est plutôt les questions d'accès à l'énergie. Et il est clair qu'à l'heure actuelle, les problèmes d'accès à l'énergie se posent pour des dizaines de pourcents de la population mondiale. Et l'accès à l'énergie, on sait très bien, conditionne la sécurité alimentaire, conditionne la question de la santé. L'accès à l'énergie permet de réduire la pauvreté, permet de promouvoir, de faciliter l'éducation et améliore aussi l'accès à l'eau. Donc, cette question de l'énergie, de la transition énergétique, je voudrais la poser de deux façons. Je voudrais la poser évidemment dans une perspective diachronique, sur une perspective temporelle, mais aussi dans une question beaucoup plus systémique et très synchronique au niveau mondial. Alors maintenant, je ne vais pas forcément m'attarder très longuement sur la question de l'accès à l'énergie, parce qu'effectivement, je vais plutôt centrer mes propos sur le problème du changement climatique et le problème d'une transition énergétique orientée vers le passage d'un système énergétique carboné, dont on sait qu'il est évidemment à bannir petit à petit, un système énergétique décarboné. Alors, le système énergétique carboné, de quoi s'agit-il? Il s'agit évidemment d'une énergie basée très largement sur les combustibles fossiles, charbon, pétrole, ensuite gaz naturel, pour aller vers une économie beaucoup plus largement basée sur les énergies renouvelables, et donc réduire considérablement de cette façon-là les émissions de gaz à effet de serre. Alors quand on parle de système énergétique, peut-être quelques précisions de quoi parle-t-on. On parle tout d'abord de sources de production d'énergie, ce que l'on appelle l'énergie primaire. On parle aussi de tout un tas d'étapes de transformation énergétique pour passer de ces sources de production qui ne sont pas directement exploitables à des vecteurs énergétiques utilisables. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie, le passage de l'énergie primaire à l'énergie secondaire. Et ces transformations-là
sont source d'émissions, elles aussi. Donc il faut soigneusement les penser et les limiter dans un certain sens, puisqu'elles vont être aussi l'occasion de pertes. Ensuite, le système énergétique, c'est tout un tas d'infrastructures de distribution, de transport d'abord, de distribution ensuite. Vous connaissez très bien, vous connaissez pour les avoir vus, ces lignes très haute tension électrique qui transportent cette électricité effectivement de la source au consommateur. Et ces lignes très haute tension sont aussi source de problèmes. On sait que la création de la ligne Côte-Saint-Aven pour évacuer l'électricité de l'EPR dans la Manche s'est faite dans la douleur. Et on connaît très mal, mais sans doute il y a aussi des effets négatifs sur la santé des populations, ces champs électromagnétiques à haute fréquence. Donc il y a des enjeux du côté de la transmission, du transport de ces énergies. Et puis enfin, il y a la question de la consommation, puisque évidemment, que ce soit les particuliers ou le tissu industriel, ces acteurs économiques consomment de l'énergie. Et là, il s'agit d'aller vers de la frugalité, de la meilleure intelligence dans les modes de consommation, de favoriser là encore des vecteurs non carbonés au détriment des vecteurs qui sont effectivement peu utilisés pour l'instant en comparaison aux vecteurs carbonés pour diminuer l'empreinte de la consommation. Alors, à l'heure actuelle, je voudrais simplement dire que je connais relativement peu de régions au monde qui ne soient engagées dans ces feuilles de route de transition énergétique, et heureusement, puisque effectivement, cette transition est une nécessité au niveau mondial. Je voudrais peut-être simplement préciser que le problème se pose d'une façon complètement différente, suivant les pays, suivant les régions du globe, et peut même parfois se poser à une échelle toute petite, puisqu'on le dit nous-mêmes, on est en train de déployer une transition énergétique pour notre département de la Manche, qui est tout à fait caractéristique, avec effectivement des spécificités de production d'énergie locales, extrêmement originales, pour les meilleurs et pour les pires, à une échelle qui fait 40 km par 40 km. Alors, les méthodologies pour s'engager dans une transition énergétique, c'est un petit peu toujours les mêmes. Il s'agit d'abord de se fixer un certain nombre d'objectifs. Alors, ce sont des objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre, ce sont des objectifs en termes de pourcentage d'utilisation de vecteurs carbonés ou non carbonés, et pourcentage aussi dans des pays plus en voie de développement, d'amélioration de cet accès à l'énergie. Ensuite, il s'agit d'évaluer toujours les ressources locales et particulièrement les ressources renouvelables, mais aussi les options d'importation, puisqu'on n'est jamais une région complètement isolée, on est toujours une région en interaction avec ses voisins, et il s'agit de penser de façon dynamique ces réseaux énergétiques, ces flux énergétiques. Après, on s'engage dans des études un petit peu plus prospectivistes, que sont des scénarios, on établit des scénarios d'évolution de la consommation, en regardant un peu quelles peuvent être les projections en termes d'activité économique, en termes de PIB, en termes aussi de population. Et on s'engage effectivement sur une réflexion sur comment faire correspondre nos capacités en termes de production d'énergie et nos besoins en termes de consommation de ressources. Et tout ça d'une façon dynamique, à une échelle qui je pense, remonte au moins jusqu'à l'horizon 2050 et devrait aller très rapidement jusqu'à l'horizon 2100, puisque les problèmes se posent à cet horizon. Voilà, alors je voudrais terminer très rapidement en disant que, je l'ai mentionné, on a cette réflexion dans la région normande. Moi je travaille aussi sur ce même problème de la Corse, des régions beaucoup plus éloignées comme les territoires de Hong Kong. Et nos échanges au Québec ici nous ont amené aussi à nous poser le problème de la transition énergétique pour le Québec. Et en remarquant peut-être, et c'est là-dessus que je voulais rebondir aussi sur ce que disait Frédéric, que le Québec est dans une situation extrêmement favorable en termes de production énergétique, de par son potentiel et ses installations actuelles en termes de production d'énergie électrique par hydroélectricité. Et en fait, alors pourquoi c'est extrêmement important? Parce que
je crois que 95% de l'électricité vient de l'hydraulique à l'heure actuelle. Et il faut quand même garder en tête que c'est une électricité décarbonée. Et cette électricité-là, alors elle n'est pas forcément utilisable telle qu'elle pour tous les usages, mais quand même très très largement pour la mobilité. On sait que le Québec s'engage dans une feuille de route de mobilité propre grâce aux véhicules électriques. Mais au-delà de la mobilité électrique, on peut aussi penser fabriquer quelque part des vecteurs énergétiques beaucoup plus propres à partir de cette électricité peu chère et abondante, et notamment ce dont Frédéric parlait tout à l'heure, des vecteurs comme le vecteur énergétique comme l'hydrogène. Et l'hydrogène, c'est pas uniquement un vecteur énergétique, c'est aussi la possibilité de se chauffer, de se déplacer à travers le véhicule à l'hydrogène. C'est aussi pour le Québec la possibilité de développer des importations d'énergie, des exportations d'énergie sous forme d'hydrogène vers des pays qui en ont besoin. Là, je voudrais mentionner que le Japon, par exemple, s'engage dans un déploiement massif de cette économie d'hydrogène et cherchera à importer de l'hydrogène de l'extérieur. Donc il y a des possibilités de développement économique tout à fait significatifs une fois ce vecteur énergétique produit. Voilà. Donc j'attends Québec, en gros, une feuille de route européenne pour les EPR. Un véritable tour de force de nous donner à voir un tel paysage complexe et historique en même temps. Alors, je vous demanderai évidemment si vous avez des commentaires, des questions. Moi, la question qu'on pourrait étonnante sur l'énergie, sur le côté technologique. Vous avez, le GIEC identifie le secteur de la foresterie, notamment la biomasse forestière, comme une solution potentielle de mitigation des changements climatiques. Peut-être qu'on peut parler tout à l'heure des énergies ou des vecteurs d'énergie, soit carbonés ou décarbonés. Je me demandais si vous incluez là-dedans le carbone d'origine. Oui, la biomasse est effectivement une filière très intéressante. Pourquoi? C'est simplement parce que, effectivement, on pense toujours que, quelque part, le CO2 va être capté aussi rapidement qu'on l'émet quand on utilise le bois énergie. Alors, effectivement, c'est un peu ambigu, cette affaire-là, parce qu'il faut garder en tête que les arbres ne poussent pas aussi rapidement que ça. Donc ça impose quand même une utilisation pour le développement de filières forestières et d'exploitation du bois et de conditionnement du bois assez spécifiques, avec notamment ce qu'on appelle des taillis à très forte rotation, enfin du bois qui va effectivement pousser extrêmement rapidement. Au-delà de ça, la biomasse a un intérêt malgré tout si on couple ça à une capture du CO2 et à son utilisation ou à son stockage. Parce que à ce moment-là, on rentre dans ce que l'on appelle les émissions négatives, puisque quelque part, on va non seulement en fait, utiliser du bois et laisser la possibilité à d'autres bois de pousser, mais en fait, on ne va pas émettre de CO2 puisqu'on va l'utiliser ou le stocker. Donc, quand on parle de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, c'est sûr que la biomasse a un rôle très, très intéressant à jouer pour peu qu'elle soit couplée à le captage et le stockage de CO2. Alors, bon, maintenant, il faut garder en tête que toutes ces filières bois sont quand même à déployer localement d'une façon intelligente, en fonction des ressources locales. On est confronté à des aberrations en Normandie où on va aller importer du bois probablement de l'Amérique du Sud pour alimenter les chaudières à bois locales normandes. C'est simplement parce qu'on dimensionne de façon complètement excessive ces installations de production d'énergie à partir de l'énergie. Donc, en gros, oui, un potentiel énorme, c'est sûr, du côté de la biomasse, pour de nombreuses raisons. Maintenant, attention aux circuits, privilégions les circuits courts, là encore. Déployons ces technologies-là en fonction, en gros, de la problématique des problématiques régionales. Et là, je reviens à un peu mon dada qui était pensons à la transition énergétique en fonction des spécificités
D'abord, peut-être une précision, parce que vous parlez beaucoup d'hydroélectricité quand vous parlez d'énergie verte à propos du Québec, mais je vais donner une précision. On développe à peu près 35 000 MW d'hydroélectricité pour Québec et le potentiel global, c'est à peu près 53-55 000 MW. Donc, on approche la limite. Mais le potentiel éolien du Québec, ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir parce que vous êtes intéressé à l'énergie, c'est 550 000 MW de potentiel éolien. D'après l'étude de la NASA, de 2012, le Québec possède à lui seul 20% de toute l'énergie éolienne exploitable de niveau commercial de l'Amérique du Nord. Alors, quand on parle de potentiel d'énergie verte au Québec, pas le plus d'électricité. Donc, ce petit fait étant rectifié, moi je voudrais vous poser la question conférencière. Vous avez évoqué les catastrophes, la montée des formes de consommation nouvelles, et vous jouez dans l'énergie. Mais dans tout ça, il y a un facteur, moi, je trouve que vous ne discutez pas et sur lequel j'aimerais bien vous entendre, c'est l'augmentation de la population terrestre, humaine, qui touche évidemment ce qu'on appelle l'humanité. Est-ce que l'humanité elle-même n'est pas un problème de ce point de vue-là? Comment vous le voyez? Je vais répondre sur cette question énergétique, ensuite je laisserai mes collègues. Merci d'abord pour ces débats contradictoires. Vous avez nécessité de penser vraiment en dialectique avec les questions d'énergie. Bon, j'ai pas eu le temps de discuter ça, mais c'était en référence effectivement à la France. Je voulais simplement faire remarquer une chose, c'est que l'énergie éolienne est encore une énergie relativement chère et intermittente avec des facteurs de capacité qui sont assez limités. Quand vous voulez fabriquer de l'hydrogène vert pour décarboner un système énergétique, vous êtes confronté à un problème de rentabilité de la production d'hydrogène. Vous ne pouvez pas produire de l'hydrogène à des coûts trop élevés, sinon il ne sera jamais utilisé. Pour l'instant, la preuve n'est pas faite que l'éolien, voire même le photovoltaïque, permet d'arriver à des coûts de production bas. C'est ça le problème, en fait, en gros, de fabriquer de l'hydrogène vert à partir du photovoltaïque ou de l'éolien. Et donc en France, par exemple, nous, on se pose la question de l'accès à l'électricité pas chère. Et l'accès à l'électricité pas chère, il n'est pas nombreux. Là où on l'a trouvé, c'était sur les barrages hydroélectriques de la Compagnie nationale du Rhône, qui sont en gros inutilisés pour la production d'électricité à peu près à hauteur de 50% du temps. Et compte tenu du fait que ces installations-là sont amorties, le coût de l'électricité qui sort de ces barrages, qui pouvait rentrer dans un électrolyseur, est de 5 € du mégawattheure, ce qui est rien. Et ce qui permet justement de produire des kilos d'hydrogène qui est dans les tonnes à des prix complètement compétitifs ensuite pour son utilisation dans la mobilité et tout le monde. Voilà. Donc c'était un peu pour ça que j'ai fait ce raccourci sur l'hydroélectrique, simplement parce qu'en France, il y a un gros potentiel. Je me lance sur la problématique malthusienne. Non, mais elle est fondamentale parce qu'elle rejoint la question de l'humanité comme espèce, c'est-à-dire jusqu'où on pourra développer l'espèce biologique. On dit 10 milliards, c'est la capacité terrestre pour une empreinte écologique répartie uniformément. Enfin, c'est théorique, parce qu'en fait, c'est beaucoup moins. Pour des conditions de vie qui sont lesquelles, pour la majeure partie de l'humanité, elles sont déjà problématiques. Donc, la question, elle est essentiellement politique et anthropologique. C'est-à-dire, derrière, il existe des politiques malthusiennes dans certains pays. La question a été posée dans la modernité. Il fallait évidemment sortir de la tradition pour oser affronter scientifiquement cette question, qui est quand même une question à la fois anthropologique, symbolique, c'est sacré. On a toujours cette conception sacrée ou sacralisée de la vie, c'est-à-dire intouchable. Et moi, ma réponse, dont je maintiens un petit peu une expertise de Krigén et de l'expérience de la santé environnementale aujourd'hui, c'est que la crainte d'avoir ces 10 milliards d'humains sur la Terre, scientifiquement, est peu probable, puisque l'espérance de vie commence à baisser dans les pays, d'ailleurs, où la qualité de la vie, la médecine est plus performante, chez nous. L'espérance de vie en bonne santé, elle est carrément descendue depuis plusieurs années, depuis des années. En Allemagne, le
2 ans, et tout ce qui se profile comme périls environnementaux, oui, je ne sais pas, il y a beaucoup d'arguments, mais c'est finalement peut-être pas, et c'est assez tragique, mais c'est pas dans ces termes-là finalement que la question va se poser, puisqu'on s'attend plutôt à avoir une humanité régressée. Bon, je pense que la discussion que j'ai eu avec Dominique Gour sur le courant du XXIe siècle, on sera plutôt confronté à l'inverse, c'est-à-dire à la sauvegarde, enfin c'est paradoxal la question que je pose, parce que finalement l'idée ici c'est de préserver l'humanité future, c'est plutôt dans ces termes-là que ça va se poser, de sauver le plus grand nombre d'humains en termes de possibilités, mais je pense qu'on ne sera pas confronté à une humanité surnuméraire. Pour ces raisons que si je peux sortir de mon rôle de seconde quart. Oh. Ouais. Si je peux sortir de mon rôle d'animatrice de seconde écart et réintégrer la discussion, d'une part, il y a une question que je fais souvent par rapport à cette question, c'est « Et vous, est-ce que vous êtes de trop ?» Parce qu'en fait, la surpopulation se pose toujours pour les autres. Ceci dit, quand on regarde l'empreinte écologique, il est très très clair que l'empreinte écologique dans à peu près tous les pays du Sud n'a à peu près pas bougé pour les 50 dernières années, alors qu'elle est entre 6 et 8 dans la plupart des pays développés. Et là, la question des consommations se pose de façon absolument importante. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup des changements climatiques, mais au rythme actuel de dégradation, notamment des spermatogénèses, à raison de 1 à 3% par année, à l'horizon de la fin du siècle, on risque d'avoir des problèmes très, très, très sérieux de reproduction. Écoutez, dans tous les pays, pour l'instant, les données dont on dispose sont des données nord-américaines et européennes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la même chose ailleurs, mais les données ne permettent pas de le confirmer. Mais tout porte à croire, à partir d'un certain nombre d'indices, que c'est possiblement la même situation. Par ailleurs, il y a aussi des phénomènes qu'on occulte. On a éliminé plus de femmes au cours des 50 dernières années, c'est-à-dire autour de 60 millions, qu'il y a eu de morts durant la Deuxième Guerre mondiale. Surtout en Chine, en Inde, ce qui cause des déséquilibres démographiques absolument dingues. Là, on retrouve le tiers de la population mondiale, en fait, surtout en Chine et en Inde, mais ce ne sont pas les seuls pays. Et ce n'est pas nécessairement en régression actuellement. Donc, il va y avoir aussi d'autres types de phénomènes qui modifient ce qu'on considère être l'humanité. Et je pense que les ouvertures qui nous sont faites par un projet comme celui-là, c'est de pouvoir penser enfin de façon un peu contemporaine les grands enjeux qui sont les nôtres. Je repasse la parole à quelqu'un d'autre. On parle de gauche, je pense que vous m'entendez. Alors, Jean Cloutier, animateur de l'émission Huitième Continent et responsable de l'émission d'environnement de l'organisation sur les zones de CFRL. Et je salue Louis-Gilles Francaire. Pour vous donner une idée, c'est le RDPM du Québec, mais retraité du journal Le Devoir, comme RDPM a se retraité du journal Le Monde, avec lequel je suis d'abord d'ailleurs reporter.net, que je diffuse souvent sur notre émission, mais c'est surtout un titre dans le séminaire d'artisanat que j'aimerais exprimer, c'est que oui, il existe des solutions. Je me suis retrouvé dans un congrès mondial des Verts, un Claude Green à Dakar il y a quelques années, où il y avait comme thème justement la démographie. Et un député néo-zélandais avait une solution, M. Kennedy, qui est encore tout le monde en poste à l'actuel, est un économiste mathématicien qui avait développé une formule mathématique qui donnait effectivement une façon de dire combien devrait être votre population, encore de facteurs d'environnement et de production, pour effectivement déterminer quel était ce nombre d'humains maximum qu'on devrait avoir. Et plus il expliquait sa formule mathématique, plus la salle se vidait. Et les gens de musulmans sont en train de donner leur mot à la religion pour permettre de penser, avoir dans un programme politique, une façon, une formule mathématique qui réduirait la population, ou qui dirait aux femmes, tu ne peux pas faire plus qu'un ou deux enfants comme en Chine, des choses comme ça. Alors, peu à peu, les Africains sont sortis de la salle, même si on était chez eux à Dakar, et finalement on s'est trouvé quelques Américains, quelques Européens, donc quelques leaders participants de France, dont certains étaient
nationale, et qui expliquait aussi que on ne voyait pas comment on pourrait, même si la formule mathématique était trouvée, et les gens étaient peut-être prêts, même eux, à faire comme un protocole qui ferait en sorte qu'on essaierait de relier aux Nations Unies cette formule. Et la solution était effectivement que les Nations Unies deviennent un grand parlement élu, qu'on puisse avoir ce genre de formule, qu'on puisse élire un jour des députés qui nous représentent. Les Nations Unies n'ont pas sur les exécutifs comme aujourd'hui, mais effectivement, il y a des solutions mathématiques, mais j'aimerais vous entendre sur votre proposition par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'en France, chez vous, c'est possible de dire, voilà, nous, en France, voici le nombre de personnes qui devraient vivre sur notre territoire et voici les politiques qu'on va mettre en œuvre pour y arriver, politiques de dénatalité, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? La question du dimensionnement d'une population par rapport à un territoire, elle est inhérente à la modernité. Thomas More, Utopia, au XVIe. Dès le début des utopies, on a déjà l'idée qu'il y a une population idéale pour un territoire idéal, une société idéale. La question des rapports sociaux, après, du coup, est pensable. Ce qu'on peut dire sociologiquement, c'est qu'aujourd'hui, la natalité dans les pays pauvres, c'est quand même lié aussi à la situation d'oppression politique. C'est-à-dire que les enfants sont une assurance pour la vie. Et on voit bien que plus le niveau de vie augmente, c'est plus dans ces termes d'une politique économique que dans des termes purement culturels que la question se pose. Chez nous, c'est l'inverse. En France, on se gargarise d'avoir 2,1, je ne sais pas où c'est, j'ai plus souvent, mais en 2,2 enfants par couple. En Allemagne, au Japon, on cherche aujourd'hui comment. Enfin, l'Allemagne a trouvé une solution, c'est l'immigration. Mais on ne sait pas comment on va renouveler les forces de travail. Mais cette question, elle est essentiellement politico-économique. Il y a monsieur avec le champ d'Alpin, et ensuite vous. Alors, j'avais une question sur la déclaration des droits de l'humanité. D'abord, merci, c'est toujours intéressant. On imagine facilement le plaisir que vous avez eu sur l'intellectuel à travailler là-dessus. Mais vous allez terminer en disant que ce document avait une vocation essentiellement symbolique. Alors, on comprend l'intérêt symbolique de la chose, on comprend la nécessité d'avoir des symboles. En même temps, on a déjà des symboles, et peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de substituer la force des symboles à la force du droit. D'où ma question, est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur l'intérêt que vous voyez aujourd'hui d'avoir, à l'échelle mondiale, une déclaration sur les droits de l'humanité? Et la question connexe à celle-là, c'est de quelle façon est-ce que cette initiative est reçue par les autres États? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec d'autres États sur la possibilité d'avoir une adoption mondiale, une vision mondiale à cette déclaration? Alors, j'ai plusieurs niveaux de réponse à vous apporter. Déjà, je n'en ai pas du tout parlé, toutes mes excuses, mais dans le rapport que nous avons remis, nous avons formulé des propositions alternatives. C'est-à-dire que c'est des propositions un peu plus progressistes, justement, pour aller plus vers l'effectivité. Donc, si je peux juste les présenter. Donc là, déjà enrichir le préambule de beaucoup de textes pour donner à voir que c'est pas parce que là, à l'instant T, c'est une déclaration symbolique que pour autant, ça ne se base pas sur du droit déjà existant. Donc, tout ce qu'il y a là, sous vos yeux, c'est des droits qui existent déjà dans le droit international public et par-delà les frontières. Donc ça, je vais vous le dire effectivement. Pour vous répondre directement à votre question avant de revenir dans les détails, c'est l'objectif, pour remonter également sur ce qu'a dit notre collègue, c'est d'insuffler un nouvel imaginaire juridique. Et là, je vous tout à fait mon propre travail de recherche. Comme vous comprenez, nous sommes face à des défis systémiques, des défis de civilisation, et face à des enjeux, non pas de société, mais de civilisation. On doit penser au-delà de nos cadres de pensée temporelle, mais même les concepts, les mots peuvent être relevés. Donc, à ma petite échelle, je transgénérationnalise le droit, le concept de démocratie, le concept de droit de l'homme, le concept de crime. Et en fait, en essayant d'ouvrir, de décloisonner nos catégories juridiques mentales, j'essaie de faire en sorte qu'on embrasse les défis que l'on a face à nous. Donc, je pense que cette déclaration, quand dit symbolique, elle nourrit une utopie au sens fort du terme, c'est-à-dire
une utopie qui accompagne un processus de civilisation, de perpétuation de la civilisation. C'est ça l'objectif, c'est d'aller de l'avant. Il y a un cinquième principe qui pourrait être ajouté, qui est le principe de non-régression. Donc ça, il est dans les propositions alternatives, nous en avons évoqué l'existence hier. Il y a d'autres droits qui sont également formulés, notamment concernant l'utilisation d'armes de destruction massive, nucléaire, chimique et biologique. Nous avons également évoqué la question de la personnalité morale pour l'humanité et pour la nature. Nous avons également parlé du niveau de devoir à l'égard de l'humanité. Et là, je rejoins ce que Lise Renelac vous a évoqué tout à l'heure. Il y a plusieurs projets à l'heure actuelle au niveau international. L'important, ce n'est pas qui a raison. L'important, je pense, c'est qu'on a un moment historique de convergence des concepts et des principes juridiques. Au niveau de l'effectivité, pour répondre à votre question, il y a l'idée de mettre en place soit un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé, soit de réformer les statuts de la Cour pénale internationale pour que le crime d'écocide soit reconnu. Donc ça, c'est le mouvement End Ecocide on Earth. Il y a également connu Links Eradicating Ecocide. Il y a énormément d'initiatives sur ce thème-là. Pourquoi nous l'avons mis en alternative? Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est qu'elles sont audacieuses et elles donnent déjà encore à voir le chemin qu'il y a après. On a historiquement des exemples de déclarations qui ne sont pas du droit contraignant le jour où elles sont adoptées, mais qui ont une force normative certainement plus puissante que des conventions internationales dans la durée. Et c'est ce que je pense par rapport à la déclaration de Rio. Il y a d'autres déclarations que l'on pourrait citer. Pourquoi également je reviens là-dessus, c'est que l'objectif du président, c'est que ce soit porté par la société civile internationale. Et ce n'est pas d'aller en conflit non plus avec les négociations. Rajouter un texte juridique de valeur contraignante à un autre, qui est déjà difficile à atteindre, ça pourrait être contre-productif. D'où peut-être un objectif juridique immédiat, moins élevé, mais avec une dynamique normative plus importante. Quant aux États, on en est tout au début là. Donc, une des membres de notre groupe de travail, qui est Valérie Cabane, qui travaille à End Ecocide on Earth, c'est un mouvement citoyen mondial spontané qui fait actuellement du lobbying auprès des États sur ce projet de reconnaissance du crime d'écocide et de réforme des statuts de la Cour pénale internationale. Donc, elle pourrait davantage vous donner l'actualité sur ce point-là. Mais ça commence déjà à diffuser. C'est-à-dire que lorsqu'on écrivait la déclaration, on a eu une séance de travail au ministère des Affaires étrangères, il y avait des personnes qui travaillaient à Bonn, qui disaient on nous pose déjà des questions. Donc, en tout cas, voilà, c'est déjà en cours de discussion. Mais comme je vous dis, c'est vraiment à l'avant-garde de ce projet au niveau de la diffusion à l'échelle internationale. Je vais prendre encore une question, mais pour moi, petite, parce qu'on est déjà dépassé. Alors, il y avait Lucie, ça va monsieur? Oui. Oui, voilà. Quelles sont les limites des droits qui peuvent transcender les coordonnées de l'espace et du temps? Quelles sont les limites de droits qui veulent transcender les coordonnées de l'espace et du temps? Si le temps et l'espace a toujours été notre mesure de la vie, mais quelles sont les limites d'un droit de cette nature? Alors, en fait, je dirais que c'est les quatre principes qui sont tout en haut. Je comprends votre question et je vous remercie pour votre question. En fait, jusqu'à présent, la liberté se définissait comme la limite, c'est ne pas nuire à la liberté des autres. C'est la définition telle qu'elle est posée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Là, les limites, si je pense d'un point de vue philosophique, on vous dirait la limite va là où votre pouvoir de mise en danger s'étend dans l'avenir. Mais après, on est en prise avec des dimensions complètement vertigineuses que ça reste du réalisable. Je dirais que la limite, en fait, c'est de ne pas porter atteinte à ces quatre grands principes, notamment
continuité d'existence de l'humanité. En fait, c'est pensé également de manière dynamique, ces droits de l'homme. C'est plus en confrontation de réciprocité à un droit correspond à une obligation qui pose la limite. C'est de dire, j'exerce mes droits, je vis dans une civilisation, nous partageons un même espace qui est la planète à des contours finis. Notre existence, nous prenons conscience que notre existence est également placée sous la finitude. Donc ça nous demande de nouveaux impératifs d'action, de responsabilité, qui est de préserver la continuité d'existence de l'humanité. Pour ça, il y a plusieurs voies possibles. Je ne dirais pas que la limite, c'est plus en termes téléologiques qu'en termes de limite statique. Moi, ça sera plus une question ouverte. On est actuellement dans un système économique qui rend nécessaire la croissance à tout prix, qui est un équilibre naturel. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de la théorie de la décroissance et surtout si ce genre de déclaration, ça doit plutôt s'attaquer aux conséquences qui se proposent, qui sont plus financières que juridiques ou. J'interrogeais ma collègue parce qu'elle a également une position là-dessus. Là, je suis en train de vous présenter dans l'équipe. Nous avons également Christine qui est dans l'équipe de cette déclaration universelle qui nous a aussi intégré un économiste spécialiste. Ce concept de décroissance, moi j'ai une minute qui m'en reste pour moi. Je pense que de toute façon, le paradigme de la croissance illimitée dans un monde fini, il est en voie d'être dépassé. Il y a évidemment des résistances, je vais moi-même en faire une recherche, lorsque vous proposez un changement de paradigme, ou en tout cas d'éclairer l'ancien en ajoutant un autre paradigme, vous suscitez forcément des résistances, jusqu'au moment où, progressivement, l'idée se diffuse. Et là, par rapport au paradigme écologique, c'est ce que j'enseigne à tel premier cours à mes étudiants, c'est de dire que ce paradigme écologique est en train de se diffuser, de saisir toutes les sciences. On vit une période de révolution scientifique, puisque toutes les sciences, qu'elles soient les sciences des dieux ou les sciences humaines, intègrent ce paradigme. Et assurément, et là c'est ma réponse à moi, l'idée de croissance au niveau économique est complètement dépassée. Il faut aussi le penser autrement. C'est de nouveaux imaginaires économiques qui doivent être insufflés, qui sont déjà à l'œuvre, puisqu'il y a des économistes qui appliquent la théorie de l'équité intergénérationnelle également, et qui proposent des concepts c'était plus comme une question que je pense qu'il faut penser surtout sur la surconsommation, c'est un des enjeux principaux pour le changement climatique. Parce que même si on change pour les économies vertes et pour produire plus d'énergie, le problème c'est la surconsommation. Il ne faut pas produire plus d'énergie parce que c'est comme ça que les gens vont avoir plus de consommation, je pense. Le mot ingénierie, c'est ça. Là, je ne peux pas y échapper dans ce moment domaine, effectivement. Oui, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et la question, c'est comme la question de l'œuf et de la poule, que se posent beaucoup de décideurs et de mouvements sociaux aussi, de savoir si c'est à l'individu de changer ou si c'est sur le plan collectif qu'on peut amener un changement des modes de consommation, qui sont la clé de notre mode de développement aussi depuis la Seconde Guerre mondiale. La consommation en tant qu'activité économique est devenue un vecteur de la production. Il y a subordination tout au moins idéologique de la production à la consommation. Vous savez, au XIXe siècle, Marx, tout ça, il avait la production d'abord, la consommation ensuite. Donc aujourd'hui qu'on a pris conscience du fait qu'il y a subordination de la production à la consommation, je répondrai à cette question de l'œuf et de la poule par une réponse d'un Normand. C'est les deux. En réalité, aucune ne suffit. Il ne suffit pas, et il n'est même pas souhaitable, de vouloir légiférer sur ou d'ailleurs de vouloir rationner, parce qu'il existe des projets de rationnement. La carte carbone est un exemple de ce qu'un rationnement
des consommations du point de vue de la réduction des émissions de carbone pourrait donner. Mais on pourrait imaginer d'autres formes de rationnement. Ça, c'est la forme collective de réaction, mais il y a aussi tout ce que les initiatives individuelles ou le réseau des individus organisés pourraient apporter. Et les deux doivent agir de concert. Et ça, c'est le plus difficile.